et on va demander à Jacques, donc Jacques Hubert de Nancy, qui va nous parler des techniques mini-invasives de prélèvement rénal pour le don apparenté, et il va nous parler d'une étude nationale qui s'appelle Dovirin, donneur vivant de rein. Donc le commentateur, ça sera moi. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs, merci pour votre invitation à venir présenter cette expérience multicentrique concernant le Dovirin, le donneur vivant de rein. Vous savez que le traitement de l'insuffisance rénale repose sur deux grandes thérapeutiques, la dialyse péritonéale ou hémodialyse, qui sont que des traitements de suppléance puisqu'ils assurent incomplètement et par intermittence le remplacement de la fonction rénale. La greffe rénale, elle, assure normalement toutes les fonctions du rein, donc avec une qualité de vie, une espérance de vie qui est nettement augmentée par rapport aux autres patients. Mais chaque année, en France, 3000 nouveaux patients sont candidats à la greffe et on ne réalise que 2300 greffes par an. Donc on a mathématiquement une liste d'attente qui augmente. Vous voyez par exemple en 2014, 3385 patients qui sont entrés sur la liste d'attente et 2300 greffes qui ont été faites. Donc on a actuellement plus de 10 000 patients en attente de transplantation. L'essentiel des transplantations sont faites à partir de donneurs décédés, et là on est face à un autre problème, c'est une augmentation considérable de l'âge des donneurs. Vous voyez qu'en 85, l'âge moyen était aux alentours de 30 ans, on est passé à 40 ans, 10 ans plus tard, 50 ans, et actuellement on a près de 60 ans pour l'âge moyen des donneurs, avec donc des greffons qui ont l'âge physiologique de ces donneurs, et donc une espérance de vie qui là aussi, mathématiquement, il ne vaut plus celle qu'elle était dans les années 80. Donc on fait de la greffe à partir de donneurs décédés et maintenant aussi à partir de donneurs vivants. Il faut dire que les toutes premières greffes ont été faites. Celle de Boston en 54 était entre deux frères. Le donneur est mort il y a 2 ans à l'âge de 75 ans. L'agence de biomédecine a développé une politique favorisant très nettement le don d'organes à partir de donneurs vivants. Donc on a eu affaire à plusieurs lois qui ont facilité ce don. La loi d'août 2004 qui reprenait donc les anciens critères. Le donneur devait avoir la qualité de père ou de mère du receveur. Par dérogation, il pouvait être également son conjoint, frère ou sœur, fils, fille, grands-parents, oncle, tante, cousin, cousine germaine, conjoint du père ou de la mère, et également toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans. En 2011, juillet 2011, donc il y a un petit article qui a été rajouté. Également, ceux qui ont fait preuve d'un lien affectif étroit et stable, c'est-à-dire qu'un ami peut donner à quelqu'un un insuffisant rénal. Le donneur vivant est intéressant aussi du point de vue survie de ces greffons. Résultat, vous voyez la différence de survie des greffons entre les donneurs vivants et les donneurs décédés. Donc on a intérêt à favoriser ce type de don. Chez un receveur, on a aussi des résultats qui sont variables selon le type de greffe et l'ancienneté de la dialyse. Vous voyez la différence entre la greffe préemptive, qui est la greffe avant la mise en dialyse, et après 6 mois, 12 mois, 14 mois, 24 mois de dialyse. Donc on a en donneur vivant un rein qui fonctionne tout de suite, puisque le rein a une ischémie très courte, il est prélevé chez une personne en bonne santé, il fonctionne mieux et il va fonctionner plus longtemps. Le prélèvement se fait sous différentes techniques. Il y a la chirurgie ouverte qui est la plus ancienne et c'est celle qu'on avait choisie comme technique de référence dans l'étude dont nous allons parler tout de suite. Cette technique impose une lombotomie avec ses conséquences en douleur, en durée d'hospitalisation, durée de convalescence, cicatrice qui n'est pas forcément inesthétique. Bon, cette patiente-là a une paroi qui est solide, elle n'a pas de dysesthésie au niveau de la fesse, elle n'a pas d'éventration, donc elle n'a pas d'hypotonie pariétale, toute complication qu'on voit quand même de temps en temps avec ce type d'abord. La celliochirurgie, donc technique française qui a été développée dans les années 80, donc a aussi été appliquée pour le don du rein. Certaines équipes ont recours à la laparoscopie hand-assisted, c'est-à-dire que le chirurgien fait de la cellio, mais il introduit également sa main qui va lui permettre d'aider le geste et d'assurer peut-être de mieux présenter le rein et d'éviter peut-être certaines complications. Et puis plus récemment, la robotique. Nous avions eu la chance à Nancy de disposer d'un robot très tôt dans l'histoire de ce nouvel outil. Et en janvier 2002, on avait fait ce premier prélèvement cellio-robot.
La question qui se pose avec cette nouvelle technique, c'est comment démontrer le service médical rendu. Donc on a déjà discuté dans cette assemblée des apports du robot en celliochirurgie. C'est la vision 3D, c'est les articulations endocorporelles, la restitution d'un axe humain, une démultiplication des mouvements, l'ergonomie puisque le chirurgien est assis à la console. On a ainsi des avantages visibles avec la chirurgie robotique, mais qui sont ceux de la célioscopie. On a des petites cicatrices. Les avantages de toutes ces techniques, la vision 3D, etc., c'est plutôt invisible. C'est-à-dire que le chirurgien récupère une habileté qu'il avait perdue en cellio classique. Il a une qualité de dissection, de suture, une absence de fatigue. On peut plus facilement transférer en robotique une technique ouverte. Ça permet des gestes plus complexes et on a une courbe d'apprentissage qui est plus courte que pour la cellio classique. Donc comment évaluer ça? On s'est dit, on va peut-être l'évaluer avec les données pré, per et post-opératoires, en données objectives, les complications per et post-op, l'évaluation de la douleur, les consommations dentalgiques, l'étude de la qualité de vie, l'étude de l'ergonomie chez le chirurgien et pour son aide. Ensuite, comment évaluer le coût et l'efficacité? Alors on a plusieurs points de vue selon le type de payeur. On a une perspective hospitalière, c'est-à-dire quelles sont les dépenses que l'hôpital doit financer. Donc il a été mené une étude en ce que les économistes appellent micro-costing, c'est-à-dire qu'on a relevé vraiment tous les points, toutes les dépenses au bloc opératoire. Et vous avez la perspective assurance maladie, c'est-à-dire quelles sont les dépenses induites selon la technique, non seulement pendant l'hospitalisation, mais pendant les 90 jours qui suivent cette intervention. Donc une approche globale des dépenses hospitalières et ambulatoires. Et puis vous avez un point de vue sociétal, alors j'ai appris le ICER, donc c'est de nos épidémiologistes, c'est-à-dire quel est le coût du gain ou de la perte d'une unité de différence d'efficacité. Alors ça va être la douleur, ça peut être la qualité de vie, ça peut être différents critères, et quel coût la société acceptera-t-elle de payer pour pouvoir gagner un point donc d'efficacité. Donc l'étude d'Ovirin est un STIC qui nous avait été accordé en 2009, avec un protocole initial qui a dû être modifié, car on a eu affaire à une évolution très nette des techniques. À l'époque, on avait prévu de comparer bras celliochirurgie ou hand assisted au bras robot, avec comme technique de référence, puisque c'était la lombotomie qui était la technique de référence à l'époque, avec 67 patients prévus dans chacun des bras cellio et 82 dans le bras lombotomie. Et il s'est trouvé que pendant cette période, entre 2009 et 2013, il y a eu une très forte évolution et une diminution très nette des centres pratiquant la lombotomie au profit de la cellio. Donc ce qui fait qu'en 2011, on a un petit peu modifié le protocole avec 4 bras, bras lombotomie, bras cellio pur, bras cellio hand assisted et bras robots, avec un total de 268 patients qui étaient nécessaires pour avoir une valeur statistique. Le recueil de données donc, se faisait en pré-op, à J0, donc J0, J2, J4, J8 et J90, avec d'une part de la biologie et de la clinique à toutes les étapes, et une étude qualité de vie, donc en préopératoire, à J4, c'est-à-dire pour être sûr d'être avant la sortie du patient, et à J90. Et le jour du prélèvement et de la greffe, on avait aussi une analyse de la fatigue du chirurgien et de son aide. Sur l'estimation des coûts, on ne pouvait pas analyser pour toutes les opérations. On a fait le choix d'analyser ça pour 30 patients qui ont été tirés au sort dans chaque centre, avec un recueil détaillé de toutes les données pour tous ces patients, avec une observation donc, au bloc opératoire, en s'assurant cependant que les caractéristiques démographiques, cliniques, socio-économiques étaient équivalentes à celles du reste de la population. Donc voilà les centres qui ont participé à cette étude. On avait 20 centres actifs répartis sur le territoire. 30 chirurgiens qui ont participé à l'étude, donc 267 prélèvements qui ont finalement été inclus dans l'étude. Et vous voyez les durées d'inclusion qui ont été très rapides finalement pour la cellio pure, parce qu'il y avait beaucoup de centres, alors que pour la lombotomie, on a mis beaucoup plus de temps, c'est ce qui a mis le plus de temps, puisqu'on a vu les centres faisant de la lombotomie qui diminuaient comme peau de chagrin au fur et à mesure. Donc voici le rythme des inclusions. C'est pour une étude scientifique avec inclusion de cas, on peut remarquer que vous avez la pente théorique et qu'on a été strictement dans les chiffres. Et donc les chirurgiens et les différentes équipes de d'urologie et les chirurgies de transplantation ont vraiment bien travaillé, bien joué le jeu, c'était assez rare. Nos statisticiens et épidémiologistes étaient assez étonnés de ce résultat. Voilà les inclusions par centre. Vous avez
Le Cellio Hand Assisted, c'est le violet. Alors là, peut-être un petit biais, parce que donc, Nantes a été vraiment le centre qui a le plus inclus. On n'a que 3 centres qui font du Hand Assisted. En robotique, vous voyez, c'est ce qui est en vert. Et vous voyez qu'il y a des centres qui sont passés de la Cellio classique à la robotique, comme la Pitié, comme Paris-Mont-d'Or. Et puis donc les centres ouvertes. Il y en a quelques-uns, mais bon, pas une grosse activité pour la plupart. Donc les données donc, étaient les suivantes, en âge, donc en moyenne une 50aine d'années pour tous les donneurs, donc on est très nettement en dessous du don chez les patients décédés. Les sexes, c'est intéressant, puisque donc, vous voyez qu'une majorité de femmes sont donneuses, alors qu'il y a une majorité d'hommes qui sont receveurs. On va pouvoir en discuter éventuellement tout à l'heure. Le lien de parenté, et donc là vous voyez l'évolution de la législation. On a donc les pères, mères, les frères et sœurs qui sont encore la très grosse majorité, mais on a beaucoup de 30% de conjoints maintenant, et c'est quelque chose qui finalement paraît très intéressant. Le don entre conjoints permet de tirer bénéfice de cette intervention pour tous les 2 membres du couple, puisque l'époux ou l'épouse qui a donné son rein va profiter de la disparition de la dialyse chez son partenaire, et donc va pouvoir récupérer une vie qui est beaucoup plus normale, alors que pour des enfants, des pères, mères, frères et sœurs, c'est un don véritablement gratuit, sans attente sans profit pour le donneur. Antécédents de greffe, donc il y en avait une dizaine % qui avaient déjà des greffes. Vous voyez donc les antécédents de dialyse au moment de la greffe, ce qui est intéressant, c'est 36% de préemptifs. On a vu tout à l'heure que la greffe préemptive donnait de meilleurs résultats. Donc ça permet vraiment d'aller dans ce sens-là. Quelques données qui peuvent être intéressantes. On essaie de voir si l'IMC, donc l'indice de masse corporelle des donneurs, pouvait avoir une influence. On voit très nettement que pour la Cellio Hand Assisted, on a beaucoup moins d'IMC élevé que dans les autres techniques. Donc en particulier dans le Cellio pur, l'IMC élevé ne fait pas peur à la plupart des chirurgiens. En Cellio pur, on doit dire quand même que la plupart de ces chirurgiens-là avaient été très largement sortis de leur courbe d'apprentissage. Un élément de réflexion aussi, c'est le côté du prélèvement. Alors, en chirurgie, en don de rein, on préfère le rein gauche, qui a une artère et une veine qui sont plus agréables ensuite pour la transplantation et plus faciles à prélever. Vous voyez que donc pour la lombotomie, 75% de gauche, donc on a 25% de rein droit. On a quand même une 17% en Cellio HA, et alors qu'en Cellio pur, pratiquement tous les prélèvements se font du côté gauche. Donc alors, où ont-ils exclu de ce choix les reins qui étaient prédominants du côté droit ou du côté gauche, ou alors il y a probablement un petit biais, mais c'était une donnée qui paraissait intéressante. En ce qui concerne les durées opératoires, donc l'ischémie chaude. Donc l'ischémie chaude est quelque chose auquel on attachait beaucoup d'importance. Donc durée opératoire est significativement plus importante pour le bras robot. La dyschémie chaude significativement plus importante également. Donc ce qui nous pose des questions. On a tout de suite été voir la fonction rénale chez les receveurs. Et vous voyez donc l'évolution de la fonction rénale. Donc pour le robot, en fait, elle est là. Donc elle est tout à fait. Il n'y a pas de différence significative, voire même peut-être esthétiquement un petit mieux. Les complications péropératoires, on va parler tout de suite des complications type clavien. Les péropératoires n'interviennent pas dans la classification de clavien. On a quand même 2 conversions péropératoires, du mini-invasif vers l'ouvert, l'une en Cellio Hand Assisted et l'autre en célioscopie simple. Les patients, si on reprend les patients avec au moins une complication, on a un petit avantage, donc il y a une différence significative, et on a un petit avantage qui semble apparaître en faveur de la robotique. Si on prend les classifications de claviens, avec les claviens 1, claviens 2, donc il n'y a pas eu de 3, mais donc des claviens 4B, on a dans le groupe robot significativement un petit peu moins de complications de type 1, alors que pour les autres stades, les complications sont... Enfin, il n'y a pas de différence significative. Ne pas oublier qu'il y a eu quand même 2 conversions qui sont peut-être à considérer comme des complications, puisque c'était des hémorragies péropératoires qui ont nécessité une conversion chirurgicale. Le type de complications, bon là on enfonce des portes ouvertes, il y a beaucoup plus de pneumothorax dans la lombotomie que dans la Cellio, ça n'avait pas besoin de cette étude pour le savoir. Douleurs post-opératoires, de façon surprenante, vous voyez qu'on avait une très nette prédominance des douleurs post-opératoires dans le bras hand assisted par rapport aux autres techniques. Ensuite, si on analyse l'évaluation de la douleur,
On a une EVA qui est significativement plus faible à J2 et à J4 dans le bras robot. On pourrait se discuter pour quelle en est la raison. Si on s'intéresse à la consommation globale dentalgique, surtout sur la durée de l'hospitalisation, on a une petite tendance à une consommation moindre pour le robot, notamment par rapport à la PureLap et à l'Open, mais ça n'apparaît pas comme significatif. Lorsqu'on regarde la consommation d'opioïdes de façon quotidienne, vous voyez que la consommation donc dans le bras robot est ici, et donc là on a significativement une différence donc à J1, J2 et ici à J5. La durée d'hospitalisation, nette différence en défaveur de la chirurgie ouverte, bon ça on l'attendait. Et la durée, la reprise d'activité, pas de différence donc pour les reprises d'activité donc à 6 semaines de mois. En ce qui concerne les coûts, sur le plan perspective hospitalière, là je vous apporte quelques notions préliminaires qui devront être affinées et avant d'être publiées donc, on espère au niveau international. Alors, au bloc opératoire, on a fait cette étude microcosting. Cette étude microcosting, donc on a étudié vraiment tout ce qui est utilisé pendant une intervention. Pour ce qui est instrument stérilisable, intervient l'amortissement du matériel, intervient également le coût de la stérilisation. Vous voyez que là, il y a quand même une très nette différence en défaveur de la robotique, donc 5 400 € pour la robotique, quand on sait que l'utilisation d'un instrument robot revient à 250 €, qu'on en utilise en moyenne 3 voire 4, enfin selon les habitudes du chirurgien, que le moindre petit bouchon qui sert à obstruer un trocar est vendu 23 € par intuitive, on comprend très bien cette différence de coût sur le pair opératoire. Sur la perspective assurance maladie, là c'est intéressant. Là on a comparé les trois célioscopies, donc unassisted, céliopure et robot, et on a des coûts qui là deviennent quand même assez similaires, donc il n'y a pas de différence significative, mais on n'est plus du tout dans ces différences qu'on avait sur le pair opératoire. Ensuite, la perspective sociétale, alors donc là, je ne m'étendrai pas là-dessus, ça fera l'objet d'autres exposés, c'est savoir en fonction de la qualité de vie, donc qui a été mesurée en préopératoire, à J4 et à J90, quel est le degré d'amélioration ou de dégradation. Donc vous avez, alors ce qui apparaît en vert, c'est quand la technique est meilleure, est la meilleure. Quand ce qui apparaît en rouge, c'est quand elle est la moins bonne. Alors, les épidémiologistes ont une terminologie, fonctionnement physique, douleur physique, santé mentale, vitalité. Et donc, SF36, il y a 36 items à remplir par le patient. Donc, il apparaît quand même que des éléments pour lesquels le robot est un petit peu meilleur. En santé mentale, donc on a la céliopure qui vient largement en tête, la vitalité, la santé générale. Donc, à partir de là, on va calculer l'index ICER, Incremental Cost Effectiveness Ratio. Donc, j'aurai peut-être le plaisir de vous représenter une autre fois. On étudie la différence des coûts entre une première technique et une deuxième technique. On étudie la différence d'efficacité entre la première technique et la deuxième technique, et on fait le ratio de ces deux coûts. Et ça nous permet de travailler sur un tableau de ce type-là, avec le coût plus élevé ou diminué, et l'efficacité diminuée, l'efficacité augmentée. Donc quand on travaille mieux avec un coût diminué, bien sûr qu'on va l'adopter tout de suite. Si on est dans cette zone-là où c'est plus cher et moins efficace, on rejette tout de suite. Donc la plupart des nouvelles techniques sont dans cette zone-là. Donc la courbe, enfin la petite droite là, représente ce qu'ils ont calculé comme coût acceptable par la société. Et donc là entre en ligne de compte le PIB, etc. Et donc si on est dans cette zone cost-effective, on peut éventuellement calculer quel est on peut adopter la technique en sachant qu'il va falloir mettre un certain nombre d'euros pour gagner un point de qualité sur les résultats. Donc et ça, on aura probablement l'occasion d'en reparler. Donc ici, je rappelais donc l'équipe projet, qui était une équipe importante, avec un comité de pilotage et donc différents spécialistes donc pour mener toute cette étude statistique qui était quand même très importante. Et je remercie aussi ici tous les chirurgiens qui ont participé à cette étude, donc, dont certains sont membres de cette académie et présents dans la salle.
Et je vous remercie pour votre attention. En vous invitant à venir sur Nancy, vous voyez que Nancy est maintenant la 4e plus belle place du monde selon Lonely Planet. Commentaire par Paul Méria avant d'ouvrir à la discussion. Merci Jacques pour cette très belle présentation. Alors, moi je vais faire un commentaire un peu plus général et un peu plus personnel. D'abord, je voudrais dire, c'est que le donneur vivant, la pratique de ce genre de chirurgie, c'est une situation qui est quand même assez stressante pour nous, parce qu'on part d'une situation initiale où il y a un bien portant et un malade. Et au final, quand ça marche, on a 2 biens portants. Quand on a des problèmes, on peut se retrouver avec 2 malades. Et c'est ce qu'on a déjà rencontré, malheureusement, quand on a commencé au début de notre expérience. On a eu des problèmes, notamment d'ordre technique, avec les clips. On a été, avec Christophe, ici présent, convoqué par l'Agence française de sécurité sanitaire. Il y a eu 3 morts sur les prélèvements. Bon, ça ne s'est pas passé en France. En France, on a eu des situations assez difficiles, mais on a réussi à s'en sortir. Il y a eu 3 morts, 2 morts en Israël, 1 mort aux États-Unis, à tel point que nos instances voulaient complètement faire interdire certains dispositifs comme les clips autobloquants, pour pas les citer. Et donc, on s'est retrouvé à cause de ça avec une pression supplémentaire. Il a fallu qu'on aille avec Christophe Hassen défendre auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire le maintien de certains dispositifs. On a obtenu gain de cause et on a pu continuer donc à faire de la chirurgie du prélèvement de donneurs vivants, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'une néphrectomie. J'entends les gens dire on a fait une néphrectomie. Non, c'est pas une néphrectomie, c'est pas du tout ça. On opère quelqu'un qui est bien portant, on n'enlève pas un rein anormal, un rein pathologique, on enlève un rein normal pour le greffer à quelqu'un d'autre qui est malade. Donc ça, c'est le premier point. Donc il a fallu qu'on se batte. On a encore quelques situations malheureusement assez douloureuses. À ma connaissance, il n'y a pas eu de gros soucis, de grosses complications sur cette série, et tant mieux, mais je persiste à dire qu'il y a quand même une très forte pression sur nous. Donc ça, c'était le premier commentaire. Le deuxième commentaire que je voulais dire, ça c'est aussi un petit peu personnel, c'est les constatations qu'on a faites. Si vous regardez les chiffres que Jacques nous a donnés, finalement, les gens restent assez longtemps, proportionnellement, puisque toutes les célioscopies confondues, on a 6 jours et quelques 6,2 jours d'hospitalisation. Finalement, la lombotomie, c'est 1 jour de plus, hein. C'est un 7,5, c'est un peu plus d'1 jour. Et la durée de reprise, tout au moins d'incapacité, avec reprise des activités, elle est entre 29 et 34 jours, ce qui n'est pas significatif. Donc finalement, là-dessus, on n'a pas de grosse différence. Une des explications, c'est que finalement, les gens que nous prélevons, il y a une très forte demande de leur part, parce c'est vrai qu'ils font un geste magnifique, il y a une très forte demande psychologique, et on a eu quelquefois des discussions avec eux. On a un psychologue chez nous qui va les voir assez régulièrement, et il y a chez eux un ressenti. Ils ont besoin d'une aide, ils ont vraiment besoin qu'on les garde assez longtemps à l'hôpital, finalement, parce que un prélèvement rénal en célioscopie, on pourrait les faire sortir à J2, J3, hein, quand ça s'est bien passé. On les garde, pourquoi? Souvent parce que psychologiquement, ils veulent qu'on les aide un petit peu à assumer leurs gestes, et en plus de ça, leur conjoint ou leur enfant ou je ne sais qui est encore hospitalisé. Et c'est aussi un moyen pour eux de continuer à garder le lien pendant cette période post-opératoire. Donc ce qui explique en partie, à mon avis, ce genre de chiffres, hein, finalement, qui sont à peu près les mêmes, quelle que soit la technique utilisée, parce qu'il y a cette pression, et c'est une pression supplémentaire qui est également sur l'équipe médico-chirurgicale. Pareil pour la durée de reprise d'activité, qui est de l'ordre d'1 mois, on va dire, parce que là aussi, avec une célioscopie, il y a Xavier, je ne sais pas où il est, Xavier Martin, mais maintenant, ils font de l'extraction par voie vaginale, et ils font du monotrocar. Finalement, vous êtes passé à une autre technique encore, puisque vous utilisez le monotrocar. Il y a maintenant de plus en plus d'équipes qui font des extractions vaginales, ce qui est peut-être un facteur de morbidité, plutôt moins de réduction de la morbidité. Mais il y a, je pense, qu'il reste cette pression psychologique que nous avons de la part des donneurs qui explique un certain nombre de choses. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. J'ai pas de questions particulières. Je te remercie, Jacques, pour ta présentation. Je regrette simplement qu'on n'y ait pas participé à cette magnifique étude, parce que nous aussi, on a pas mal de patients. Et puis, je laisse la parole aux personnes qui ont des questions à poser. Discussion, oui. Bon, je voudrais d'abord vous féliciter pour ce très beau travail, très
très méticuleux, très précis, très important. Et d'autant plus important que pendant longtemps, les greffes rénales à partir de donneurs vivants en France ont eu mauvaise presse, mais mauvaise presse à cause de l'évolution de la greffe en France, qui a été induite quand même principalement, certes par René Q sur le plan chirurgical, mais aussi par Jean Dossé et Hamburger, qui eux ne croyaient qu'au rein cadavérique. Et pour eux, enfin je me suis fait une fois incendier pour avoir préconisé les greffes de rein à partir de donneurs vivants, parce que pour eux c'était contraire à l'éthique. Et c'est Marc-Olivier Bitker qui a relancé le donneur vivant, et je pense qu'il faut lui rendre hommage, parce qu'il s'est battu comme un lion pour développer cette technique. Et en effet, quand on compare les résultats à long terme du donneur vivant par rapport au donneur cadavérique, les résultats sont meilleurs. Mais quand même, sur les courbes que nous avons vues, la différence n'est pas si énorme que ça. Et je suis un peu étonné que vous n'ayez pas parlé du tout des germains, notamment, enfin les identiques et les semi-identiques. Parce que je pense que dans les identiques, les germains identiques, c'est-à-dire les frères et sœurs qui sont full house, je pense qu'on a 100% de survie à long terme. Et dans les semi-identiques, on a des résultats un peu inférieurs. Alors je sais bien que l'immunosuppression est devenue excellente, mais quand même, je pense qu'il y a encore une influence très importante de la parenté dans les donneurs vivants. Par ailleurs, j'aurais insisté aussi sur les complications et notamment sur les morts. En fait, il y a eu d'autres morts. Il n'y en a pas eu 3, il y en a eu plus. Il y a eu notamment un mort à Lyon il y a très longtemps, et c'était lors d'une lombotomie. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'avais été invité à Singapour. Le jour où j'arrivais à Singapour, il y avait eu un mort sur un donneur vivant parce que le clip avait glissé sur l'artère rénale. Alors, je voudrais savoir si actuellement c'est interdit de mettre un clip ou si vous faites systématiquement un nœud sur l'artère rénale. Et puis, j'ai une dernière question. Vous n'avez pas parlé du tout du problème des artères multiples. Et dans le passé, quand on faisait beaucoup de donneurs vivants, notamment aux États-Unis, on liait une petite artère polaire inférieure ou une petite artère polaire supérieure. En France, ça a toujours été considéré comme un crime. Alors, est-ce que lorsque vous avez une petite artère polaire inférieure en célioscopie, est-ce que, ou polaire supérieure, vous la liez et vous prélevez le rein? Ou bien est-ce que vous passez à lobotomie? Donc je vais commencer par la dernière, parce que j'ai une diapositive que je n'avais pas passée, effectivement. Donc on a essayé de voir, si, selon la technique, effectivement, on reculait devant le nombre d'artères. Donc vous avez ici sur ce tableau le nombre d'artères donc égal à 1, ce qui est en bleu, et supérieur à 1 pour ce qui est gris. Donc vous voyez que manifestement en lombotomie, on a tendance à prendre des reins plus simples que pour les autres techniques. En lombotomie, on prend préférentiellement à une artère. Bah, écoutez, c'est les données qui sont sorties de cette... ça veut dire qu'avec les chirurgiens qui font maintenant de la cellule, du hand-assisted et de la robotique, n'hésitent plus quand il y a 2, 3 artères. Donc qu'est-ce que vous faites de l'artère? Moi, personnellement, sur cette série-là, j'ai toujours reconstruit toutes les artères. C'est-à-dire que soit mise en canon de fusil quand elles sont 2 volumineuses, ou une petite polaire inférieure, je la réimplante en microchir, sous lunettes. Voilà. En ce qui concerne la première question qui correspondait aux reins donc intrafamiliaux, bon, c'est sûr que c'est préférable d'avoir un jumeau homozygote pour le don de rein, mais bon, dans cette on avait vu que dans les frères et sœurs, donc ça représentait quand même qu'un petit nombre. Donc l'essentiel, c'est conjoint et maintenant de plus en plus des amis. Là, je rebondis sur votre question parce qu'on commence aussi à faire du ABO incompatible
avec des préparations en plasma phérèse, etc. Et là, je suis curieux de voir un peu ce que ça va donner. Donc, et notamment dans les couples, enfin, entre conjoints. Donc, on avait essayé les greffes bardon croisés. Donc, manifestement, c'est techniquement beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et la deuxième question, les clips. Oui, Paul avait déjà répondu. On a eu, au début de notre expérience, on utilisait des clips métalliques, mais qui ont fâcheuse tendance de glisser plus facilement. On était très content de voir arriver les clips hémolocs et donc autobloquants. Et il y a des décès qui ont été liés à l'utilisation de clips autobloquants, mais manifestement parce que le chirurgien n'utilisait qu'un seul clip et qui coupait à ras de ce clip. Et donc avec les battements de l'aorte, le clip glissait et ça provoquait ces catastrophes. Donc actuellement, les recommandations sont de mettre au moins d'utiliser au moins 2 types d'occlusion. Donc personnellement, je mets 2 clips hémologues et le robot me permettant de faire de la suture sans aucun problème, je fais un surjet de prolène sur le complémentaire, sur le moignon. Donc les autres chirurgiens peuvent donner peut-être leur expérience en la matière. Xavier. Merci beaucoup. Vraiment, cette étude, je te félicite pour la qualité de l'étude sur le plan méthodologique. Je voudrais revenir sur 2 points. D'une part, la durée de séjour, la consommation dentalgique. À l'évidence, on est chez des patients où il y a un biais de sélection, qu'il y a un caractère affectif qui est très important. Et les patients qui sont donneurs vivants, ils ont plus mal que la néphrectomie pour cancer. Ils veulent rester plus longtemps. Et c'est vrai que ça biaise un petit peu l'étude, parce que c'est des durées de séjour qui sont bien plus importantes qu'une néphrectomie cellio-banale. Enfin, c'est comme ça, à tel point qu'on est en train, nous, de réfléchir, d'hospitaliser peut-être les gens plus longtemps encore, ou de les faire revenir pour vraiment montrer qu'on s'occupe plus d'eux, parce qu'il y a un besoin chez le donneur de cet élément. Ensuite, les clips, je pense que les matériels sont bons, il suffit de mettre le clip à la bonne place. Et il y a des conseils qui ont été donnés, notamment avec les hémologues, les clips autobloquants, c'est de les mettre et qu'ils ne soient pas l'un contre l'autre. Il faut laisser un petit boudin et puis laisser suffisamment de place. Mais c'est pas propre au donneur vivant, c'est le bon sens chirurgical. Un nœud, c'est pareil, si on ne met pas de moignon derrière le nœud, le nœud saute. Oui, merci. Concernant la durée d'hospitalisation, on en a discuté, effectivement, c'est une patientèle très particulière. Ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'il y a peut-être des prises en charge qu'il faudra modifier, parce que quand on voit les différences en évaluation de la douleur et les prises d'opioïdes, il y a probablement des centres pour lesquels il serait intéressant de revoir le protocole antalgique et peut-être augmenter justement cette consommation et pour voir le VA diminuer. Juste une petite question connexe qui n'est pas très importante à mon sens, mais enfin vous pouvez peut-être me donner la réponse. D'après ce que vous avez montré tout à l'heure, finalement le robot ne revient pas tellement plus cher que la célioscopie. Or, je voudrais savoir comment vous appréciez le prix de revient de la robotique par rapport au reste. Parce que je me suis laissé dire par des gens très compétents qu'en fait, les robots étaient calculés pour avoir une durée de vie relativement courte. Tout simplement parce que les fournisseurs ont intérêt à ce qu'on renouvelle le matériel. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Et est-ce que dans vos prix de revient, vous avez vraiment noté l'amortissement du matériel robotique? Mais non seulement l'amortissement, mais également le coût du contrat d'entretien, qui revient à 10% du prix d'achat. Et je vous rejoins complètement sur l'obsolescence programmée de ces robots, puisque là, je viens d'apprendre que le robot S, donc le 2e génération, donc pour ce robot S, la société Intuitive allait arrêter les contrats de maintenance pour obliger donc à renouveler le matériel. Vous confirmez ce que j'ai appris.